La première photo est prise d'en haut, mal cadrée en biais, on y voit le rond-point. Aucun repère ne permet de dire de chez qui. De chez Benoît au deuxième, de chez moi au troisième, bâtiment en face. Plus haut, ce serait du toit. Nous n'avons jamais vu personne sur le toit. L'angle de vue inhabituel donne l'impression que les enfants sont sur une surface verticale. Nous nous dispersons d'un centre où nous avons dû former un groupe. Nos ombres diagonales ne sont pas toutes raccordées à nos pieds. Certains d'entre nous sont suspendus en vol. La scène est légèrement floue de par notre course, mais aussi par le bouger de l'appareil qui semble avoir pivoté autour de l'appareil. On dirait que nous sommes quelques secondes après la photo officielle et que le père inconnu, le mien ou celui de Benoît, a tout de suite bobiné la vue suivante et déclenché par inadvertance. Daniel, Benoît et moi grimpons le mur de la photo. Titive et Guigui filent à l'horizontale vers la droite, les 4 frères Jackson inséparables vers la gauche, ordonnés par âge. L'aîné se cogne le nez contre la marge massicotée. Le petit Riquet, les bras écartés, se casse la figure dans le bas. Au-dessus de nous, un mollet va disparaître. Il doit appartenir à Gancho, toujours plus haut. D'autres enfants sont-ils déjà hors cadre ou étions-nous les seuls à poser? Peu importe, les principaux personnages sont là. Seul le centre autour duquel tourne l'image est net. La tête levée sur le côté, Agnès, jolie, claire, radieuse, nette, sourit à l'objectif. Madame Beaupré, la mère de Daniel, avait le nez pour sentir les gens arriver. Nous passions sous sa fenêtre, ma mère et moi, que pouf, elle apparaissait par hasard pour secouer un chiffon. Sa place était en buste à la fenêtre de sa chambre. À chaque fois qu'elle nous surprenait, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa chambre à 10 h du matin? La chambre de mes parents servait à dormir, point. Et c'était la seule porte fermée le reste du jour. Quand Daniel apparaissait aux côtés de sa mère, le mystère s'épaississait. « Maman, je peux aller jouer avec Christian ?»« Non, aujourd'hui tu dois t'habituer à tes semelles. » Alors nous restions tous les 4 plantés là, lui dedans, moi dehors, le ballon sous le bras, se demandant pourquoi nous n'avions pas le droit d'aller cavaler. Et ça n'en finissait pas. Ma mère n'était pas bonne à la conversation. Elle préférait lancer un grand bonjour et fuir heureuse sur ses espadrilles couleur italienne que je suivais en trottinant. Mais Madame Beaupré, gardienne du dedans et du dehors, avait des choses à raconter. Elle ne laissait pas le temps à ma mère de dire « Oh, déjà 11 h, il faut que j'y aille ». Si bien que midi passerait, les spaghettis et la tomate me passeraient sous le nez, l'après-midi aussi, mon père rentrerait, que ma mère serait toujours polie à écouter. J'ai vu son maître, Monsieur Manant, il me dit que Daniel patauge un peu en classe. Ça va passer, ma biche, hein? Ma mère reprenait du poil de la bête quand elle défendait ses fils. Monsieur Manant devrait lui donner un coup de main pour les voir. Madame Beaupré était repartie dans sa litanie et elle décrivait sans pudeur les défaillances scolaires de son fils, avec parenthèse, retour en arrière, note de bas de page, génération qui n'aime pas le travail, etc., etc. Ma mère ponctuait de « Ah Ah Ouais. Ah 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 Ah. Ah. Bon, j'étais aussi gêné que Daniel. Mais non, mais est-ce que c'est des trucs à dire devant son meilleur copain? Ah. Benoît, le 3e des 3, voulait être pilote sur avion à réaction.
parce que son père travaillait dans les hangars au-delà du terrain d'aviation. Et si Benoît était premier en calcul, il n'avait aucun mérite. Son futur métier l'exigerait. Les chemins sont simples à suivre quand ils sont écrits d'avance. Les chemins sont simples à suivre quand ils sont écrits d'avance. C'est beau, ça. Qui l'a écrit? À chaque rentrée, c'était pareil. Daniel et moi ne savions pas quel métier inscrire sur la demi-feuille de papier. Les autres disaient, mais ils ont encore le temps. J'aurais bien aimé être un savant. Découvrir une nouvelle substance, le carinium, numéro atomique 101. Ou astronome. Travailler la nuit quand la moitié de la Terre dort, observer les étoiles, tracer les routes du ciel. Quand j'étais dans les nuages, tout pouvait arriver. Appel à 4 poumons des copains, ma mère m'appelant de toutes ses forces. Et alors? Ton immobilité te rendait inatteignable. Christian, disait le maître, tu es encore dans la lune. Il faudrait savoir, lune au nuage. Non, je calcule combien de fois un atome est plus petit que moi. Une fois, une seule, les 3 mères furent réunies sous la fenêtre de Madame Beaupré, et tous les 3 n'en profitâmes pas pour prendre le large. Nous étions fiers et heureux qu'elles soient ensemble, heureux de le montrer à la cité. C'est normal qu'elles soient amies, puisque nous sommes les meilleurs copains du monde. Et j'ai trouvé la raison pour laquelle Madame Beaupré était postée à la fenêtre de sa chambre. La fenêtre de la cuisine trop haute, au-dessus du garde-manger avec son rebord anguleux, permettait de secouer un chiffon sans rien voir, pas d'engager la conversation. Un étage plus haut, c'est à la même fenêtre de la cuisine que j'attendais, perché sur mon tabouret, spécialement réservé à la tante paternelle. Parfois, nous entrions chez Daniel sur la pointe des pieds pour ne pas déranger Madame Beaupré de dos, qui discutait avec une mère dehors, invisible et silencieuse. À côté de la radio, il y avait le téléphone. Quel luxe, mais surtout quel apaisement. Des entrailles, le téléphone aurait allégé ma vie. Juché tous les soirs à la fenêtre de la cuisine, sur le tabouret en bois d'inquiétude. Derrière moi, c'était les bruits de la vie, le chauffe-eau, le couteau qui coupe l'oignon, le ronron du frigo qui fait vibrer ma boîte de Formocarbine. Formocarbine. Oh. Et bleu-bleuter le flacon de phosphalugel. Non. Le gros réveil qu'on entend contre les gling-gling des casseroles. La lumière au plafond dessine ma silhouette sur le trottoir, à la place où viendra se garer la voiture de mon père. Il lèvera les yeux vers moi, je lui ferai un petit signe de la main, et mon ombre le caressera. Devant moi, c'était le vide. J'attendais de voir apparaître la ronde au bout de la cité, et la bordure de la fenêtre m'appuyait sur l'estomac, empêchant l'acidité de me remonter à la gorge. S'il te plaît, papa, rentre maintenant. Rentre, je sais que tu penses à moi là-bas dans ton atelier, de l'autre côté de la rue. Quand tu sortiras le dernier, tu éteindras la lumière. Oh, tu ramasseras un écrou en cuivre qui pèse de l'or. Et tu le fourreras dans ta poche porte-bonheur. Tu me l'offriras, mais je t'en prie, rentre, même les mains vides, fais-moi tourbillonner dans tes bras. Écoute, je vais retenir ma respiration le plus longtemps possible, sans tricher. Et quand je rouvrirai les yeux, tu seras en bas. Sinon, je tombe mort.
Il y avait une position fétiche que je recherchais les soirs de grand retard. Je me collais le ventre sur le petit godet de fond qui servait à fermer la fenêtre. La tante l'écrivait en creux dans ma chair, me faisait un bleu gastrique. Non. J'étouffais mon angoisse. Je lui cachais la vérité du temps qui passe. Et j'en gardais le dessin longtemps après que mon père soit rentré. Au temps de la tante, je me ramollissais du dedans. Avec un téléphone, ma vie aurait changé. Le père Jackson. Le père Jackson était nature. Mon père et lui, deux gars simples, étaient les deux seuls adultes de la cité à se tutoyer. Le père Jackson, tout petit à côté de sa grosse bonne femme, avait une moustache à la Charlot et il travaillait à la RATP, conducteur de bus. Mais pas sur notre ligne, la 149. Sauf une fois en remplacement, et là, il bichait. Il se mettait à quatre pattes pour jouer au train électrique. Et moi aussi, j'en avais eu un à Noël. Un Hopi! La même loco qu'eux. Non, pas ceux qu'on remonte à clé. Non, le vrai électrique, avec le troisième rail central. Le contact ne se faisait pas toujours bien, mais le transfo avait plusieurs vitesses et la marche arrière. Ce qui était décevant avec les rails, c'est que je ne pouvais faire qu'un ovale ou des zigzags qui partaient de rien, qui c'est nulle part, aucun intérêt, sauf de mesurer au double décimètre à quelle distance la loco lancée plein pot bondissait hors des rails. Deux trains partent au même instant de Lille et de Château-Chinon, distantes de 600 km. Ah. 600 km. La locomotive à vapeur fait du 100 km/h. La loco électrique fait du 200 km/h. Ils foncent l'un vers l'autre. Une mouche africaine. Une mouche africaine fait du 1000 km/h. 1000 km/h. Elle part avec la locomotive à vapeur, va toucher la loco électrique, revient rebondir vers la première, repart vers la seconde, revient et ainsi de suite, jusqu'au moment où la mouche se fait écrabouiller entre les deux locomotives. Spaf! Et alors? Dans ce premier jeu, on demande quelle distance la mouche aura parcouru. Bon, solution en fin de chapitre. Les frères Jackson ont fait une montagne de rails, dont certains roulés récupérés chez les cousins de Château-Chinon. Ah, ils avaient une gare en métal embouti, un croisement, un passage à niveau, un tampon à sort, et bonheur du modélisme grand et petit, un aiguillage. Les rails passaient sous un lit et pendant 3 secondes, le train était à des milliers de kilomètres. Il s'arrêtait en gare. Prenait des voyageurs, manœuvrait sur la voie de garage et déchargeait les graviers aquariums du wagon-veine. Bon, au début, on trouvait ça génial, et puis le père Jackson s'est mis à nous apprendre à jouer et donner des ordres.
balancer une tarte au fils qui n'avait pas changé assez vite la commande de l'aiguillage. Pourtant, nous, on aimait bien les catastrophes ferroviaires. Oh, les gars, on vous entend pas beaucoup, hein. Moi, à votre âge, j'aurais eu un train, j'aurais déjà construit un tunnel. Et donner l'accent à force de trop vouloir faire le chef de gare. En tant que copain de Père Jackson était nul, on l'a laissé tomber. Et quand ils ont déménagé pour cause de filles malades et de bonheur de Château-Michon, oui, ben je sais, c'est ça la dyslexie, mon pote. Quand ils ont déménagé pour cause de filles malades et de bonheur de Château-Chinon, c'est Madame Beaupré qui était contente. Il était trop nature. Oh. Au tout début du nid, les mères descendaient avec leurs chaises et s'installaient du côté herbe et soleil où il y avait encore les fils à linge et tricotaient, bavardaient, donnaient une taloche en passant. Ah, la mienne secouait les poussettes pleines de petits frères. Quand la nôtre était encore vide, elle me servait d'autobus. Nous étions chargés d'aller tâter les draps au vent, ombre chinoise nous poursuivant derrière. Puis, les fils se sont cassés. Seule Madame Flamand, la mère de Benoît, futur pilote, s'évertuait à retendre les cordes, descendre son linge. Quand elle venait le chercher, il était maculé de traces de main. Pas les nôtres. Ah. Mais elle avait demandé à son fils de faire une enquête. Chez Benoît, nous vernissions des étoiles de Noël en carton quand sa mère, Madame Flamand, nous montra la photo de son premier mariage et le cadeau qui allait avec. Un livre en cuir dont je hannais à déchiffrer le titre en gothique, Mein Kampf, dédicacé de la main de l'auteur. Puis la mère Nochère s'est mise à taper sur le carrelage à petits coups qui me cassaient le crâne. Ma mère montait, le bruit cessait, le temps de leur discussion, et ça reprenait. Pas fort, juste persistant. La mère Nochère laisse prendre ses draps devant ma fenêtre. Ma mère essaie de les attraper, mais hop, ils disparaissent. Aujourd'hui, elle a réussi à les coincer en fermant les volets. L'autre tire dessus de la force de la haine. Il se déchire brusquement, suivi d'un bruit mat au-dessus. La mère Nochère tombe sur le derrière. Étendard pris à l'ennemi. Bon, mon père, bonne patte, n'aime pas les histoires que fait la cité. Il trouve que ma mère exagère et puis on ne tape pas sur le carrelage pour embêter les voisins. Jusqu'au jour où mon père revint avant d'avoir du retard. Et je sais que c'était pour en avoir le cœur net. Nous étions en pleine séance de folie, je devais sangloter dans les bras de ma mère et toute la colère de mon père, mise en réserve par ma mère, a soudain éclaté. Il a filé à travers l'appartement, silencieux sur ses semelles de vent. Seules les portes prises dans le courant d'air claquaient sèchement. Ma mère me serrait et disait dans un murmure qu'il ne pouvait plus entendre « Jaloux, ne fais pas de bêtises !» C'est pour moi qu'il est monté 4 à 4, a donné un coup de sonnette qui a résonné jusque chez nous. L'autre a dû pointer son museau de fouine. Mais quand elle l'a vu, elle lui a claqué la porte au nez. On peut tout faire à mon père. C'est un puits de patience. Sauf lui claquer une porte au nez. C'est pour moi que son pied est parti dans la porte. Par réflexe, j'ai encore au fond du crâne le bruit du bois qui craque. Mon père revient. Un toc-toc discret, 3 x 3, toujours le même. Il s'assoit en bord de chaise, en bord de table, pianote sur le formica moucheté. Aléa Jacques Taès, dit-il sur le souffle court des grands coléreux, une veine d'ombre posée sur sa tempe, bas. Serpent minute. Ma mère dit, admirative et protectrice, Janou, ça pourrait se rouvrir. Le soir tombe,
et mon père retrouve son calme légendaire. Il n'y a pas l'activité habituelle dans la cuisine, pas de chauffe-eau qui démarre en faisant vibrer sa carcasse, pas de bruit de couvert. Même les cuisines du voisinage se remettent à la soupe, sur la pointe des pieds. Même les avions sont discrets, toujours passés au-dessus de nos têtes, les avions d'outre-mer. Le terrain d'aviation faisait partie de notre commune. L'aérogare, juste lui, se trouvait au Bourget. Alors évidemment, les étrangers disaient « l'aéroport du Bourget », même sous les photos de Paris Match où l'on voyait des vedettes américaines, toutes pareilles, saluer la France du haut de leur passerelle déhanchée. Et au moment de la photo, elles étaient à Tunis. Le terrain nous appartenait. Il était encerclé d'un haut village dont les mailles nous servaient d'échelle. Nous le grimpions pour aller rejoindre Monsieur Flamand au hangar. Ces jours-là, nous prenions le droit de traverser la piste d'aviation en presque propriétaire, puisque copain de Benoît, futur pilote. Nous nous étendions dans les herbes, juste au bord du béton qui tremblait de soleil, invisible à tour de contrôle, et nous attendions, collés le au sol, les bras en croix, retenant le souffle de la terre. Et il n'y avait que le silence du vent dans les herbes hautes et les nuages d'après-guerre qui s'effilochaient. Enfin, nous étions pris par la lente vibration qui montait de la planète. Le grand animal venait du fond du ciel, nous caressait le front. Il approchait et il était encore absent. Puis, au-dessus du dock des essences, il faisait son entrée. Il grossissait. Le puissant avion répondait en allumant ses phares, même en plein soleil de juin. C'était une super constellation, le transatlantique des temps modernes, majestueuse baleine à queue trifide. Il franchissait le grillage et déjà nous étions sourds. Ses hélices appelèrent, son ventre luisait. Si nous avions levé la main, nous l'aurions frôlé. Le temps d'un éclair, le commandant de bord apercevait les trois corps allongés, les 3 premiers Européens qu'il voyait. Ces jours, nous étions les ambassadeurs de Tunis. Nous hurlions à poumons déchirés d'un cri muet, serrant de nos poings les cheveux de la terre. L'impérieux vrombissement faisait éclater nos cœurs, descendait à travers nos corps jusqu'aux entrailles des où vivent les démons. Le quadrimoteur étendait sur nous son sillage de kérosène brûlé, et pour ne pas être statufiés sur place, nous détalions. La voix cassée, l'estomac retourné de bonheur. Juste sous les avions, au 3e gauche, les hauts frais avaient la télévision. Certainement pour des raisons de proximité hertzienne. C'étaient des précurseurs. Leur salle à manger s'appelait salle d'eau à la cheminée. La télé présidait et tous la regardaient. La banquette lit en sky qui colle aux cuisses. Les chaises à haut dossier. Même la table, vestige du temps où l'on mangea ici, qui n'avait plus sa place au milieu de la pièce. Elle était poussée sous la fenêtre, en interdisait l'ouverture, accumulant factures, ordonnances, cinéma. Et le buffet bas, surmonté de la négresse en plat, assise toute nue, très osée, servait à l'occasion de gradin. Non. Nous sonnions. Ah. Madame Offet disait « Entrez !» Et nous poussions la poignée et nous étions à l'intérieur chez Agnès. Du couloir qui sentait le céleri et la javel, nous avions vu sur l'enfilade des portes entrouvertes jusqu'au lit d'Agnès où parfois était posée une chemise de nuit
d'ange. Guigui partageait la chambre avec sa sœur. Le vénard. Le vénard. Comment se faisaient les déplacements tout nus après le bain dans une famille mixte, quand la mère posait des affaires propres sur le lit? Souvent, nous prenions le bain ensemble, Titive et moi. Le modernisme, c'était ça aussi. Avoir une baignoire dans chaque famille. Nous pénétrions dans l'ancienne salle à manger, devenue salle de cinéma, volet clos à la lune et au soleil. La nuit artificielle et le son d'une chevauchée nous encerclaient. Nous butions sur un genou, trouvions une place à tâtons sur le tapis, ou par chance sur le buffet, à côté de la négresse. Non, j'ai rien fait. Pénombre de grottes, bonne à nous révéler le monde scintillant que le ciel nous envoyait. Oh! Nos yeux gorgés de soleil demandaient un moment à repérer d'où venaient les cris de la petite fille. Elle était prise dans les sables mouvants. Rusty arrivait au dernier moment, à cheval sur la musique. Je me souviens d'avoir assisté à des épisodes d'un cavalier qui surgit de la nuit. Ça, Tintin, le chien de la cavalerie. Nous nous retrouvions les copains des copains qui ne manquaient pas d'air en se pointant avec leurs propres invités. Nous hurlions dans le salon grisé par la puissance du nom quand le renard masqué, jaillissant de la caverne, court vers l'aventure au galop de son fidèle Tornado. Ah, ma mère, elle avait un aspirateur qui s'appelait Tornado. C'est un cheval. Non, mais ma mère avait un aspirateur qui s'appelait Tornado. C'est un cheval. Et nous aurions voulu que jamais nous ne redescendions dans la cité. Madame Auffray, avertie par la musique de fin, allumait la lumière. Elle éteignait la télé. Oh. Les jeudis boueux, nous apportions l'extérieur à l'intérieur. Et Madame Auffray disait, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. À la fin d'une séance, la négresse se retrouva marquée d'une fente au canif, là où les cuisses serrées permettaient de la faire, c'est-à-dire sous le nombril. Bon, Agnès avait remarqué la blessure de plate, forcément, mais elle faisait celle qui n'avait rien vu et ne rectifia rien sur la statue qui eût permis de nous faire une idée sur ce qu'il y avait vraiment sous sa... D'autres jeudis, c'était avant la télé ou après, enfin ça n'a pas d'importance. Les beaux jeudis, Daniel et Eric, le frère Potache, fabriquaient de la glace dans leur frigo. C'était le goûter number one. Le matin, Daniel vidait le bac à glaçons et le remplissait d'un composé eau, plus sucre, plus bleu de méthylène, sorti discretos de l'armoire à pharmacie. Il faisait tenir debout dans les alvéoles des allumettes brûlées grâce à des ponts en pâte à modeler. L'après-midi, Daniel quittait souvent nos jeux pour aller vérifier la prise du froid. Hé, c'est presque prêt. On entrait chez lui et il faisait des roulements de tambour avec la bouche. Ah. Il démoulait les petits cubes de banquise fichés de leurs bâtonnets plus ou moins verticaux. C'était du bonbon aussi bon que chez la boulangère, mais glacé en plus, qui coulait sur les doigts. On s'essuyait à l'intérieur des poches, et supplément de plaisir, on pissait bleu. Ah. Asnolovier. Oh, Asnolovier. Koutouzov.
Le coiffeur. Koutouzov, il officiait dans un grand baraquement en bordure de la zone chez qui nous sacrifions notre jeudi et notre chevelure. Nous attendions sur le banc à écharde et 100 ans plus tard, c'était notre tour. Il commençait à peigner avec son peigne plein d'époux des autres. Il peignait à grands coups de râteau dans les nœuds douloureux, faisait jaillir des larmes de nos yeux, mais pas un son de nos bouches pincées. Il tournait derrière nous avec ses ciseaux avides, engueulait le reflet d'un gamin dans la glace, ne regardait pas ce qu'il coupait et nous rentrions le cou, nous ployait la nuque de sa paluche de bourreau, passait la tondeuse à gazon à repose-poil, froufroutait sa brosse à peinture qui enfonçait les petits poils piquants sous la chemise, puis gigotait au-dessus de la bérésina sa bouteille aux russes bottées qui sentait chez Benoît et était censé atténuer le feu du rasoir. Il nous ouvrait le tablier de fou qui se ferme par derrière, secouait tout ça. Nous sautions du siège de dentiste sur un matelas de jeunes boucles mêlées. Posions notre pièce sur le bord de l'évier. Allez hop, disparaît, j'étais assez vu. Et nous n'osions pas attendre le copain. Je rentrais seul, songeant au lendemain d'école, aux rigolades des filles, à Monsieur Manant qui parle de la coupe au poireau, et au rire qui tue de la classe. Et moi je ris quand c'est le tour de Benoît. Ma mère était désolée. Bon chérie, j'aurais dû me couper les cheveux moi-même. Avec des gestes d'amour, elle me fourrait la tête dans le lavabo, m'administrait le 2e shampoing de la matinée, me faisait partir dans les tuyauteries de la cité la gomina et le sambon qui allaient rejoindre ceux des copains. Sous la douche écossaise du chauffe-eau au cahotant, je pleurais. Mais ça ne se voyait pas. Combien le temps mettrait-il pour effacer cette nuque blanche enfantine, recoller ses oreilles décollées? J'évitais le regard du miroir dans la salle d'eau, mais il lui suffisait d'1 seconde pour qu'il grave dans ma tête la tête que j'avais. Le soir, mon père disait... Ah, je te préfère maintenant. Là, tu es mon petit garçon. Mais je soupçonne qu'il répétait ce que son père lui avait dit et qui allait beaucoup mieux dans la bouche sévère de mon grand-père. J'avais le nez dans la soupe, le menton frémissant. Ma mère, mon soutien en cas d'atteinte à la virilité, m'assurait que ça repousserait. Et mon père en rajoutait à un plaisir. Tu verras, au service militaire, c'est au bol qui te couperont les cheveux. Au bol? Avec un fond de café au lait qui me coulerait dans le cou. Moi qui croyais vivre la période la plus dure de ma vie. Mon père n'a jamais su faire la différence entre le temps du jeu et celui des larmes. Le lendemain, au petit déjeuner en douce, je prenais un bol, mais propre, et je me le renversais sur la tête. Horreur! Ma tête d'enfant laissait un champ gigantesque à la désolation de la tondeuse. Alors sur ma tête enflée de soldats... Solution. Solution. Les 2 locomotives qui ont une vitesse relative de... Oui. Se rencontrent au bout de... Et la mouche aura parcouru en 2 heures, et quelle que soit la complexité de son chemin, combien? Oui! Et on ne dit rien de l'ampleur de la catastrophe ferroviaire. C'est un jeu. Sur les berges de la cité,
Il y avait le terminus des rails, au dock des essences, confins des terres explorées, un aiguillage à la commande soudé par la rouille amenait une voie oubliée jusque chez nous. Elle traversait la zone où se reposaient d'immenses tas de cailloux qui ressemblaient à des dos de dragons endormis. Nous les escaladions, nous arrêtant quand les pierres roulaient sur le sommeil de la bête. Les rails venaient mourir sur le tampon du bout du monde. Nous étions la dernière banlieue avant la campagne, avant Bonneuil en France, les mornes plaines betteravières. Même le 149 n'allait pas plus loin. Nous étions terminus du bus et du train, au bord des terres habitées, projetés sur les bords du cercle, dont le centre était Paris. Ligne scintillante devant laquelle je méditais, fenêtre ouverte la nuit d'été, le nez allait chercher à la zone un dernier filet d'odeur réglissée de la machine à asphalte qui avait grondé toute la journée. J'avais le menton posé sur les coudes. Les coudes posés sur la margelle froide, à côté de mon bol, tellement il avait bu, culotté, tellement il avait bu de café au lait. L'air des étoiles se déposait au fond, et au matin, je buvais mon bol d'air. Après les repas dominicaux, mon père disait « Allez prendre un bol d'air, les enfants !» Et moi, je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Et il m'avait expliqué, mais c'est vrai qu'après l'avoir bu, je me sentais en pleine forme. Ma mère, elle laissait son argile au rayon de la lune et s'en faisait des masques de beauté qui craquelaient. En regardant de côté, avec ma vision de nuit, je voyais le phare de la tour Eiffel. J'aimais ces moments où l'immeuble dormait, même pas réveillé par une chasse d'eau, une porte qui claque. C'était la vie au ralenti, quand le silence ne s'inquiète pas d'une rumeur de voiture. J'aurais aimé que ma rêverie m'entraîne jusqu'au petit matin, aux premières mobylettes qui démarrent dans l'air léger, au réveil qui sonne quand je vais m'endormir. « Benoît, tu descends ?» Il n'entend pas, la voix retombe avant le troisième. Le matin, je ne sonne pas à la porte du copain pour d'obscures raisons ménagères. Alors je prends ma respiration et là je crie « Ben !» Mais le cri ne transperce pas les vitres. Madame Flamand, qui savait tout faire mieux qu'un homme, fumait dans la rue, portait des fuseaux, sifflait Benoît 3 notes en mineur de sa fenêtre, et là, on l'entendait de derrière chez nous. Ah, là oui. Ma mère ne savait pas siffler, je lui en voulais pas, c'est normal pour une mère. Mon père m'apprenait à siffler, mais son sifflet perçant me désespérait d'y arriver. Le sifflet était plutôt une sonnette portative qu'un moyen de communication. Nous cherchons un système plus élaboré. Le premier, mon père me raconte l'histoire des pots de yaourt. Nous lançâmes un programme d'expérimentation. On prend 2 pots de yaourt Gervais en carton. Les nouveaux, un passé en verre. On les relie par 10 mètres de laine à layette. Devant les cabanons, on tend le fil de notre téléphone de campagne et on parle dedans. Bon, en même temps, bien sûr. Ah, tu m'entends? Pourquoi tu parles pas? Parle! Non, c'est quoi? Mais parle, écoute! Mais pourquoi? Benoît, écoute! C'est moi qui cause. Je me dis, si ça marche, je crois à la magie. Le bricolage est trop simple. Je vois l'oreille de Benoît fourrée dans son pot qui hurle. Ça marche! Et vite, j'écoute. J'entends le yaourt nasillard me dire « Quand ça coule, c'est rigolo ». Incroyable, j'avais murmuré « Il y a de la merde dans les tuyaux ». Nous voulons savoir jusqu'où porte l'instrument. Nous
cassons le fil, le rallongeons d'un autre bout rouge, celui-ci. Je fais les fonds de tiroir de quand ma mère tricotait pour Titive. Mais rien ne passe plus. La couleur ne conduirait-elle pas la parole? Le yaourt reste obstinément muet. Bon, bah, tout yaourt l'est normalement. Pourtant, nous avons entendu la voix sortir du pot. Le soir, mon père dit, mais non, bande de zèbres, c'est le nœud de votre fil qui arrête la voix. Je bondis hors de table, fonce chez Benoît. Il en est à ses manipulations de petit alchimiste avec son père au chapitre « Comment fabriquer ses propres boules puantes ». Le tableau d'école installé dans la chambre indique « Hydrogène sulfuré, S plus H2 égale H2O ». Mais non, bande de zèbres, H2S. Bon, moi aussi, je serais premier si j'avais un tableau. Ah, j'entends Madame Flamand dans le salon jouer de la sitar. Elle a toujours même rengaine qui donne envie de pleurer. Elle a prudemment fermé sa porte à cause de l'odeur de boule puante. Très excité, je raconte le coup du nœud. Monsieur Flamand, qui est prêt à tenter toute aventure du moment qu'elle a un fond pédagogique, nous conseille la ficelle à roast-beef, plus solide, moins extensible que la laine, plus propre à transmettre la voix. Nos pères, qui ne se voyaient pas souvent, faisaient de bons complices. Ils auraient inventé des choses ensemble s'ils avaient eu le même âge que nous. Nous descendons tous deux dans la nuit de la cité. Nous recommençons l'expérience avec une ficelle de 20 mètres. La voix est d'une pureté d'étoile. Nous baissons le ton jusqu'au murmure. Et le fil qui aurait dû terminer sa vie autour d'un gigot transmet le chuchotis. Pour la première fois, les bâtiments étaient réunis par une œuvre humaine. Et les personnes présentes mesurèrent à leur bouche bée l'importance de l'événement. Monsieur Flamand rentrait des hangars par sa porte secrète, découpée dans le grillage. Il s'arrêta sous le pont ténu. On voyait qu'il reconstituait dans sa tête les différentes phases de l'opération. Toutes les premières fois ne sont-elles pas des distances abolies entre les hommes? Nous nous sentions de la trempe des Graham Bell, Des Christophe Colomb, des Lindbergh, partis précisément de notre terrain, et peut-être du hangar de Monsieur Flamand. Quand Benoît m'appelait, il secouait le fil. Mon pauvre brinque-balai dans son support, et la tablée s'écriait en chœur « Téléphone !» Je bondissais sur mon tabouret d'attente, je décrochais, la voix chaude de Benoît, lui au loin. J'étais troublé. Il y avait quelques règles à respecter, inhérentes à la technique du yaourt. On ne pouvait pas parler ensemble, on ne se serait pas entendu. C'était un combiné téléphonique à sens unique. Il fallait indiquer de façon claire la fin de sa phrase. Bogdani, chef d'escadrille, page 15 de mon Spirou, vola à notre secours. Bah, il appelait Roger dans son masque à oxygène pour passer la parole à son coéquipier, bon, qui s'appelait pas Roger. À midi, nous eûmes une longue conversation au sujet des trois maisons, l'énigme de la semaine dans mon illustré. Les propriétaires de trois maisons, représentés par des carrés, ne s'entendent plus. Ils doivent pourtant aller chercher des eaux différentes à trois puits représentés par des ronds sans que leurs chemins se croisent. Dessinez, Roger. Attends de chercher du papier en crayon, Roger.
Ok, je me fais un lait grenadine, Roger. J'installais mon cahier de brouillon sur la margelle de la fenêtre. Je traçais les chemins en même temps que j'écoutais. Bon, j'avais pas mal de manipulations à effectuer entre le téléphone, le crayon et mon clou qui tenait le cahier. N'hésite pas, Roger. Ok, je me fais une grenadine, Roger. D'accord, on verse un ovaire dans les pots de yaourt, Roger. Eh, bien sûr, c'était une blague. Il aurait été plus simple et plus rapide de descendre avec nos cahiers. Mais à ce compte-là, pourquoi avoir le téléphone? Daniel il me demanda d'interrompre un instant la communication. Mon père a quelque chose à me dire, Roger. Quand il revint à l'appareil, il me dit qu'on devait dire Roger. Non, Roger. À l'américaine, c'est un code international. Mais nous étions fils de la cité. Roger, c'est pareil. Et de faire un gros ro dans le yaourt. Là-bas, dans son atelier, mon père fermait le lourd portail. Le temps de se dire à demain, des fois d'aller boire un coup, de faire le parcours de tous les dangers, il était là vers 7h30. À 25, sur le frigo, sur le réveil au frigo, ronchonnant, je prenais mon poste et j'attendais. Les heures de la journée avaient joué les minutes. Ces minutes-ci ne voulaient pas couler, visqueuses, de l'huile de foie de morue que me faisait avaler ma mère et qui me restait en gorge des heures durant. De mon ventre compressé par la bordure de la fenêtre me remontaient les mêmes désagréments. Puis, la voiture de mon père arrivait. Le temps qu'il se gare, je sautais de mon tabouret, mon estomac reprenait ses aises, et j'avais faim tout de suite. Dans l'instant, je passais de l'angoisse médicale au bonheur familial retrouvé. Ma mère, qui connaissait mon langage des signes, plongeait les coudes dans l'eau bouillante. Mais les coudes, les pattes lançait les steaks. Je me précipitais, la main sur la poignée, l'oreille contre la porte. Notre jeu était que j'ouvre la porte à l'exact moment où mon père allait cogner. 3 roulements serrés, signature inimitable. Signature inimitable. Il me tendait sa veste. Non, il sentait le frais du soir. Non, je reconnaissais le pas de mon père dans l'escalier, le grelot des pièces et des boulons dans ses poches. Car ses chaussures, elles, ne faisaient aucun bruit. Notre jeu était que j'ouvre la porte à l'exact moment où il allait cogner. Il sentait le frais du soir et le fer. Il me donnait sa veste en laine peignée qui ressemblait à l'automne. Je l'accrochais au porte-manteau en grimpant sur le coffre à jouets qui se trouvait en ce temps-là relégué dans l'entrée. J'en profitais pour fourrer mon nez. J'ai rien pour la mettre. Dans le col. Je m'imprégnais de l'odeur de mon père. Il embrassait ma mère d'un baiser léger sur les lèvres. Comme Winnie et Mickey.
Va faire couler l'eau, Christian, disait-il. J'étais déjà parti dans la salle de bain. Je bouchais l'évier en basculant la clé entre les deux robinets. Je faisais couler l'eau chaude. Mon père plongeait ses mains pleines de travail dans l'eau bouillante et meuglait. Dans les plaines du Far West qu'on vient la nuit, oyez, oyez. Oh, the little fabric right and broad die. Once in roost, might and frightened brother ward, and to sly, went and form and ran it up. Oh, you got to check for pattern till the mud, and the top pattern for the pattern law. Nous passions à table. La soupe avec les lettres était bonne. On écrivait des mots sur le trottoir de l'assiette. Mon père était le meilleur, il écrivait ectoplasme ou bachibouzouk quand Titive en était encore à chercher un O. Mettez-vous au lit et lisez, nous faisons un petit tour en amoureux. Nous revenons vite. Fanfan, raconte ton livre à Titive, va s'endormir. Ma mère passait sur les épaules son cardigan en mohair, si doux aux joues. Abandonnés nous étions, et en plus joyeusement. Et voilà, je ne pouvais même pas pleurer parce que j'étais responsable de mon petit frère. Mon dos se dépliait donc, mes mains s'appuyaient sur la table, mes jambes me soulevaient, j'étais debout, je mettais un pied devant l'autre, ça me faisait marcher. J'aurais pourtant cru qu'un miracle inversé aurait pu se produire, que je serais resté paralysé et que plus jamais mes parents m'auraient abandonné. À peine la porte refermée, la maison devenait trop grande pour nous deux. J'allumais toutes les lumières. L'abandon de mes parents me suffisait, j'avais pas besoin d'autres angoisses tapies dans les coins d'ombre. En pleine lumière, mon frère s'endormait, un bienheureux, sans même que je lui racontais l'histoire. Il y avait un grand frère qui le protégeait, lui. Et moi, quelle faute je payais donc pour mériter cette punition? Je ne pouvais même pas lire un Spirou, les pages les plus drôles devenaient ternes, les images de mes parents disparus se superposaient à toute lecture. Alors je reprenais ma place à la fenêtre, le cœur dans l'estomac, ces battements réguliers qui me faisait très légèrement osciller était la seule preuve que le temps existait. Et si je comptais 60 battements, 1 minute seulement passait. Pour passer 5 minutes, il fallait compter 300. Et encore combien de fois 300 avant qu'ils reviennent? Je sentais le froid du carrelage monter par les pieds, atteindre mon ventre, aggraver mon état marécageux. Quand enfin, au bout de 20 minutes ou une demi-heure, mais quelle différence, l'éternité commence à 1000, j'apercevais mes parents bras dessus, bras dessous, au bout de la rue. Vite, je fermais l'espagnolette, faisais la tournée des interrupteurs, me déshabillais en 4e vitesse, me glissais au lit. Et la clé de la délivrance tournait dans la serrure. Et ils venaient tout de suite me voir, à croire que je leur avais envoyé mon inquiétude par la fenêtre béante au travers des rues du crépuscule. J'avais une bande dessinée aux couleurs indifférentes ouverte devant moi. Ça s'est bien passé? Oui, oui! Mentais-je d'un air détaché. Il m'embrassait, éteignit la lumière. L'attente m'avait épuisé, je m'endormais du sommeil de l'enclume, rassuré et triste. Ce que j'aimais encore plus que le goûter des copains, c'était le pain sec, ramolli à l'eau, assaisonné d'huile et vinaigre, salé au gros sel de l'ossobuco. Les bulles d'air mortes prises dans la mine rassis reprenaient leur vie aérophagique. Quand il y en avait, je frottais le pain avec l'ail de la dernière sauce tomate. Mes doigts sentaient l'Italie.
C'est ainsi que les hommes des histoires de mamie se nourrissaient. Quand ils partaient au champ avec rien dans le ventre, quand le soleil était au plus blanc, les femmes leur apportaient le panier avec le pain, la fiole d'huile, un jaune oignon pour le dessert, la bouteille de vin sombre emmaillotée dans la serviette humide, dans la fraîcheur, le verre emboîté sur le boulot pour trinquer, et basta. Associa tradia, così in playa, e son tuccio che in sarà, e son paruccie, son fumo branie, a suturo. Et quand je m'offrais ce goûter, je prenais leur force, devenais un parmi les autres, âpres paysans ne réclamant rien, jusqu'au soir où la fièvre de mon regard me désignait chef des révoltés. A Santorole, Camporagiane, a Soldagiano, Parentala, a Santorole, a Lombariana, e sono pro, Je descendais dans les rues désertées et je cherchais Gancho pour lui arracher mon ballon de ses mains crochues. Ma mère mettait en branle la lessive, brûleur posé sur le carrelage de la salle de bain, lessiveuse remplie au robinet de la cuisine, rein cassé à transporter le chaudron de sorcière, couvercle levé, bulle de vapeur qui rafraîchit tellement elle brûle, le champignon en zinc rend sa fumée d'écume, la vitre se couvre de buée, je ferme la porte, les émanations passent sous la porte, vont se coller sur les vitres de la maison, sur toutes les fenêtres de la cité. Froid matin de février où il n'y avait rien à faire, ni dehors, ni dedans. Heureusement, il y avait l'école. Pipi. Vas-y. Oh non. C'est une blague. À l'école, on buvait, dans les chiottes de l'école, on buvait à la gouttière de porcelaine débordante. Quoi que l'odeur ambiante se mélangeât au goût de l'eau. À l'école, les cinq sens aussi étaient communicants. Caca, on ne faisait pas. Sordide chiotte d'école, sans verrou, sans papier, on fabrique des petits constipeux. Du côté fille, elles se tenaient la porte, étendaient leur manteau en cap devant l'ouverture du bas, fait exprès à mater leurs jambes accroupies. Gancho, ce salaud, s'était scotché un miroir sur le bout de la godasse pour aller voir sous leur jupe. Salaud! Alors ? Ma mère faisait parfaitement les spaghettis à la tomate. Ça rigolait, tout le monde se régalait. Grands et petits exilés à la table basse. Mais pourquoi cherchait-elle à nous épater avec des trucs français? Qui se souviendra, si je ne le dis pas, de son gratin dauphinois plus triste qu'un mardi, De son phare, fétiche Lorraine en éponge, de son phare breton plus dur que le trottoir. et son Paris-Brest, fait par elle, acheté à la boulangerie dont elle a oublié d'enlever l'étiquette en pâte d'amande. La noue. Qu'y a-t-il de plus généreux, de plus simple, de meilleur? Je pourrais manger des nouilles midi et soir à toutes les sauces. Rien qu'au beurre, si vous voulez. Ma mère me parle de l'équilibre des repas avec vitamines et légumes. Bah, j'aimerais bien qu'elle vienne à la cantine goûter les bonnes vitamines dans l'huile du foie persillé.
version de mon père utilisée au cours de l'histoire. Allez, j'atteste. Allez gagner son beefsteak, allez se faire voir chez les Grecs. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Bande de zèbres, Ben mon colon. ça vaut pas un copec. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est le plombier. Oh, les belles du Far West en viennent la nuit, oyez, oyez. Encore un que les Boches n'auront pas. Hein. Être frappé au coin du bon sens. Faute de grive, on mange des merdes. Les goûts et les couleurs. L'habit ne fait pas le moine. De jamais remettre au lendemain. L'intellectuel est une fleur qui pousse sur le fumier. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, et tant de choses, et tant de choses à voir. Manger la soupe sur la tête. Mettre la main à la pâte. Mieux vaut tard que jamais. La paille au cul et le feu de l'eau. Plus de peur que de mal. L'heure au tiers son volant, qui trépide, n'a jamais le temps de se perdre dans les champs. Sac à merde. Sac à puce. La vie est un sac de nœuds. Sac à viande, pousse ton sac à viande et viande à pneus. Moi, ça manquait plus que l'anguille. Struggle for life. Un père tel fils. Tout travail mérite salaire. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais ce qui était vraiment la fête, c'était La fête de l'aviation. Elle se déroulait le dernier samedi dimanche de juin, week-end solaire. Monsieur Flamand se retrouvait à travailler au milieu du grand Jean Boré. John Boré. Oui, Jean Boré de tous les avions du monde. S'il revenait manger à midi, et c'était jeudi, nous repartions avec lui par sa porte secrète qu'il ouvrait en manipulant son cadenas à chiffres indécodables. Il nous lâchait devant les hangars, sur le tarmac, où étaient exposés pointe à pointe le Tupolev et son frère jumeau américain, le F-115. Nous nous dispersions dans la foule pour faire la cueillette des prospectus sur papier glacé. Monsieur Manon nous encourageait à ramasser des prospectus. Nos tas de cailloux en bout de piste qui n'intéressent que nous sont pris d'assaut par des familles qui ne sont pas équipées pour. Les dames en talons se tordent les chevilles, c'est désolant. Ça sent la frite, la praline, la guimauve élastique. Au loin, dans les tribunes, un cortège vient s'arrêter de déesses officielles et de motards en grande tenue qui se voient de loin. Des gens courent tout autour. Et sur les tas de cailloux, la rumeur se propage que nous transmettons aux voisins. C'est De Gaulle! De Gaulle est à Neuilly et tout le monde le croit au Bourget. C'est notre gloire secrète. Neuilly devient le centre du monde. L'Américain roule sur le runway, les peintures de mort refaites à neuf. Il tourne sur la piste et sans point fixe, il met toute la gomme. Inutile pour un fou de cette puissance. Il met toute la gomme, il roule bientôt en 2 secondes plus vite que l'étoile sur le lac Salé. Pour nous qui avons les yeux boulonnés sur lui, le paysage s'étire en guimauve. Il allume la post-combustion. Une flamme violente jaillit plus longue que lui. Immédiatement, il quitte le sol à la verticale. Il grimpe, il grimpe dans une colonne de bruit. Il n'arrive pas à peine la hauteur. Puis, disons, le moteur s'arrête à 3000 mètres au-dessus de nos bouches ouvertes. L'avion continue dans son élan, arrive en haute parabole, bascule, il tombe en feuille morte. Bon, une figure très difficile, le pilote peut s'évanouir dans le tourbillon. La spirale s'accélère, l'avion n'en finit pas de tomber, il pique du nez, il remet les gaz, il fonce sur nous, c'est une bombe. Redresse à 100 mètres du sol, passe devant les tribunes, déchire le décor derrière lui, monte à 45 degrés, puis, quand il est un point dans les nuages orlés de soleil, la cité explose 2 fois. Bam, bam! Là-bas, à 10 ou 20 kilomètres, il vient de passer le mur du son en montée exploit.
Il redescend en apothéose, aborde la piste directement, se pose, ouvre son parachute, il s'arrête dans un mouchoir de poche. Et tous les grands corps sont pulvérisés, pliés. Porphyrisé, l'Américain restera le meilleur pour longtemps. Il n'a pas encore quitté la piste que le Russe, qui connaît déjà la nouvelle par ses écouteurs, est à l'autre bout. Le Russe s'élance, le tournoi continue, toute lance aiguisée. La post-combustion, le même scénario, mais encore plus dynamique. En tout cas, ils ont l'un et l'autre le cœur bien accroché, ou l'estomac, ou Ouh, le moteur. Il arrête sa feuille morte encore plus bas. Pique sur De Gaulle. Mais les Russes n'ont jamais été nos ennemis, même si certains essaient de nous faire croire. Frôle la piste, redresse à 50 mètres. Le frisson collectif saisit l'assemblée d'hommes qui se lèvent. On a le temps d'apercevoir le cockpit qui doit sourire dans son cockpit que j'ai vu au repos. Le chasseur glisse sur l'air dans le silence des anges. Le roulement d'enfer, le ciel à trace, 200 mètres derrière. Fantôme rugissant, palpable. Presque visible, tant la quantité de bruit emplit tous les sens. L'atmosphère est saturée de kérosène qui enivre. Le bel animal disparaît au-dessus de la balise en bout de piste, sans monter. Va-t-il passer le mur du son en rase-motte, ce qui n'a jamais été tenté? Les gens attendent tous le bang-bang. Le temps patine. Les trotteuses s'arrêtent à force d'être regardées. La triple explosion nous prend dans ses bras devant. Bang, bang, bang! Les vitres tombent dans la cité. Pourtant, tout le monde sait que pendant la fête, il faut laisser les fenêtres ouvertes. Et au fait, pourquoi 3 bangs? Quel drôle de mur du son. Les gens se regardent. Ah! Enfin, nous comprenons. Au loin s'élève un panache de fumée en forme de champignon. Le pilote et son avion ne font plus qu'un, étalés sur 5 km de betteraves. Les camions de pompiers jouets partent vers quoi? Le pilote est devenu en un instant vertical héros de l'Union soviétique. La mort du héros est la plus émouvante et la plus belle des fins pour une fête réussie. Agnès voudrait être maîtresse. Elle connaît tous les modes des verbes, infinitif, subjonctif, impératif, moi je fais l'admiratif. Je regarde ses yeux. Explique-moi, je lui dis, je voudrais qu'elle soit ma maîtresse. Pourquoi tu montes pas ce soir? Elle me dit, on fera les exercices ensemble. À peine j'ai effleuré la porte d'Agnès qu'elle s'ouvre. Agnès me fait directement entrer dans la salle de télé. Elle est en chemise de nuit blanche. Elle sent cadom. J'ai envie de la toucher. Derrière la porte de la cuisine, les 3 siens mangent leur petit cœur à la crème fraîche en même temps que les 3 miens, sans savoir que l'amour est clos au crépuscule dans la salle aux murs tendus de toiles de jouy. Elle a débarrassé la grande table vernie, rallonge rentrée. C'est plus intime. Les cinémondes ont été posés au sol en pile molle près de la cheminée morte. Ne reste sur la table qu'un compotier guimauve sur dentelle grand-mère. Sur le buffet, la négresse nue n'est pas gênée avec son égratignure sous le nombril.
Il suffirait à Agnès de relever une seconde sa chemise de nuit, et je saurais enfin. Éteinte, la télé nous regarde, œil mort sans paupières. Agnès aimerait voyager, visiter l'Italie. Je nous vois les yeux dans les yeux sur une gondole. Ah, et puis la Russie. Ma mère est communiste, dit-elle. Et mon père est sympathisant, je réponds. Alors en Russie, c'est l'hiver, quand c'est l'été, me demande-t-elle. Pour Agnès, je raisonne scientifiquement. Non, c'est le jour et la nuit seulement. On est dans la même hémisphère. Ah, le même, reprend la première de la classe. Mais explique-moi. Je raisonne scientifiquement. Je prends un fruit dans le compotier, la terre, elle tourne autour de son axe, mon père me l'a appris, ici le crayon bien taillé, que j'enfonce délicatement dans l'écorce qui se laisse percer après une légère retenue. Il goûte sur la table, le jus y coule, nous rions doucement de mon culot. J'explique tout à Agnès. L'équateur, les méridiens, les tropiques, la culture du riz, la préparation du tigre. Elle comprend ou elle comprend pas? Mais on n'en a rien à faire. Sous la table, nos pieds ont glissé si imperceptiblement, se sont frôlés si légèrement que nous pouvons faire croire à l'autre que ce n'est pas un signe. J'épluche le dessert pédagogique. La peau est une coupe odorante. Notre dîner d'amoureux vaut 1000 fois leur petit cœur à la crème fraîche. Les quartiers sont doux à la langue. Les doigts pègues, nous nous essuyons au naperon brodé. Je suis moi, Christian, ni beau ni grand, mais c'est fou ce qu'on est bien dans sa peau quand on n'est pas dans celle d'un autre. Le lendemain, on se croise dans l'escalier. Mais rien ne s'est passé. Si j'avais osé me taire. Lui prendre la main. Ne pas déménager. Nous serions Mariés.
semaine. Et nous allons continuer le spectacle de table de Lanche mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi prochain.